Je vais vous parler de l'habitat. En fait, je vais peut-être remettre en question ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que dans notre milieu, la pluridisciplinarité est centrale depuis longtemps, depuis toujours, depuis que la recherche architecturale existe. Travailler sur l'habitat conduit à ne pas tenir compte des limites disciplinaires, à conjuguer concepts et méthodes de la sociologie et de l'anthropologie avec celles de l'analyse architecturale, d'articuler la psychologie et l'histoire, et même l'éthologie et la géographie. Les chercheurs en sciences humaines des écoles d'architecture, souvent associés à des architectes, se sont efforcés, depuis la naissance de la recherche architecturale, d'éclairer ces relations entre habitants et lieux de vie dans une société particulière. Ils analysent aussi la façon dont ces espaces privés, mais aussi partagés, sont conçus et réalisés par les architectes et sont reçus et appropriés par les habitants. Donc, conception-réception, c'est la base de notre travail. Les documents graphiques, les images, les mots leur permettent d'étudier les effets des dispositifs spatiaux du passé et du présent. L'évolution des dénominations, les glissements sémantiques, l'étude des traces graphiques en tout genre ouvrent à la généalogie de l'habitat, à la façon dont les espaces privés ont évolué, autant qu'à une histoire des façons de penser les interactions humaines, les gestuels, les sensations. Il s'agit aussi d'étudier ces fascinantes histoires de vie, le banal, le quotidien, celui des autres, qui est pour tous plein de mystères, ces mises en mots, en paroles, mais aussi ces mises en scène spatiales dans le chez-soi qu'il s'agit de décrypter. On observe que tout au long de l'histoire, la structure du groupe domestique et des relations familiales d'une société sont inscrites dans le plan des habitations qu'elle produit. Ainsi, tout document graphique, en particulier les plans, les coupes et les élévations du milieu de l'architecture, mais aussi le mobilier et les ustensiles qui apparaissent sur des peintures ou des photographies, sont considérés comme des objets de civilisation, selon le terme de Pierre-Franck Castel, parce que la relation objet-figuration nous introduit dans la manière de penser de toute une époque, et ces documents sont donc une mine pour analyser l'état de la société, ses évolutions techniques et ses rituels. C'est aussi une ressource pour comprendre comment continuer, par la configuration de l'espace intime, à soutenir des modes de vie contemporains. L'architecture domestique a été considérée de tout temps comme un art mineur pendant des siècles. Et pourtant, nos villes sont, dit-on, constituées de 80% de logements. Mais pour conquérir un nom quand on est un architecte, il vaut mieux construire un musée. Et pourtant, quel autre domaine de l'architecture structure aussi directement nos vies ? Cette architecture de l'habitat s'adapte en général aux grandes lignes d'évolution des conceptions de l'individu, de la structure du groupe domestique et de la sociabilité telle qu'on la conçoit à chaque époque. Les travaux de nombre d'ethnologues, de Marcel Mauss au fond, le travail que fait par exemple Michel Perrault est autant de la sociologie que de l'ethnologie. Ces travaux nous ont montré que l'organisation d'une société, notamment les rapports hommes-femmes, les règles de filiation et de transmission, mais aussi les rapports marchands et le système de production, sont aussi importants que le climat et les matériaux pour expliquer la forme de l'habitat. Observer aujourd'hui ce que les habitants qui souhaitent construire en autopromotion demandent aux architectes est une véritable indication de l'évolution des usages, des valeurs, mais aussi de la démographie. Les termes et les lieux se transforment et la généalogie des espaces, leur engendrement, nous permet de suivre les évolutions sociales et familiales et d'en comprendre les causes réelles. En construisant l'architecture domestique d'une période, les architectes assument une très très grande responsabilité. Il s'agit donc aussi de comprendre comment le processus de conception de l'habitat se nourrit chez les architectes de savoirs sociaux associés à des postures théoriques ou à des doctrines. Tous les mots qui désignent des habitations, de la cabane à l'hôtel particulier, évoquent immédiatement, certes plus grossièrement aujourd'hui qu'hier, les qualités et le statut de leurs occupants. Ce qu'on appelle convenance, ce qu'on appelait convenance. Et cela concerne aussi le décor qui devait être adapté au statut du commanditaire. On parle aujourd'hui de programme, ce qui concerne la taille de l'habitation et son type de financement. Le client étant aujourd'hui de moins en moins connu de l'architecte, cette notion de convenance, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une très belle thèse, a perdu de sa consistance, sauf quand l'architecte est face à un client connu, ce qui est très rare aujourd'hui. Et les sociologues de l'habitat sont ainsi devenus des passeurs entre habitants et intervenants de la filière de production du logement, qu'ils soient enseignants dans les écoles, experts auprès des maîtres d'ouvrage, ou bien chercheurs qui, par leur analyse, renvoient aux architectes une vision de leur œuvre
et certains sont tous là à la fois, il y en a dans la salle. Alors, la pluridisciplinarité. La pluridisciplinarité, pour moi, elle a commencé à l'Institut de l'environnement, et j'étais ravie que Éric Langeau le rappelle ce matin. Depuis les années 70, des groupes de recherche se sont constitués, et ce milieu a produit des méthodes et des concepts opérants. Certains ont été construits, d'autres empruntés et adaptés. Il y a eu des pairs qu'on a fini par tuer, des références communes, des divergences, des débats. Une discipline s'est peu à peu construite. À la fin des années 60, dans un moment de remise en question du mouvement moderne, mais aussi d'une dévalorisation par les architectes de l'habitat pavillonnaire, le quatuor Aumont-Raymond a eu le courage d'en faire l'histoire. Il montrait surtout la complexité du rapport à un espace très simple à première vue, mais où les pratiques quotidiennes révélaient un système symbolique fort complexe, imprégné de représentations et de valeurs, bien loin de la doctrine fonctionnaliste. Par exemple, pour ces auteurs, la chose la plus connue dans le monde de l'architecture, tout le monde le disait, le jardin de devant montré s'opposait à celui de derrière caché, et où on pouvait notamment bricoler. Les architectes se sont emparés de ces clés d'analyse, de ces oppositions binaires, qui ont bien vite montré leurs limites, mais ont eu le mérite de les ouvrir à une réflexion sur les significations de l'habité. Dans le même temps, la recherche en architecture a réellement émergé au lendemain de mai 68 dans une institution plutôt oubliée, qui était l'Institut de l'environnement. C'était un creuset intellectuel pour la recherche pluridisciplinaire, une sorte de marmite d'échanges et de revendications sociales et intellectuelles. On voulait y tester des idées nouvelles pour changer la société. Nous avions l'idée que là se trouvait la possibilité de construire une pensée d'avant-garde avec beaucoup d'interrogations sur les méthodes. 2 thèses sont en cours sur l'Institut de l'environnement, une en Suisse, l'autre au Brésil, pas en France. Des figures de la recherche représentant différentes disciplines sont arrivées à partir de 1972, qui s'appelaient Jean-Paul Lesterlin, Pierre Clément, Jean-Louis Cohen, et plus tard Bernard Aumont, Bruno Fortier, Thérèse Evette, et on a tous animé la recherche. Et je n'oublie pas évidemment les piliers de l'Institut de l'environnement, qui étaient Claude Schnett, grande figure arrivée de l'école d'Ulm, et Jacques Allègre, qui avait créé l'AUA, première agence d'architecture réellement pluridisciplinaire en France, et bien d'autres encore. La dénomination environnement, très large à l'époque, était un terme que nous remplacions souvent par cadre bâti ou espace habité, et permettait une richesse disciplinaire qui était un des atouts de ce lieu, où se nourrissaient et se confrontaient, outre les domaines déjà évoqués, des sémiologues, des géographes, des historiens, des mathématiciens, des designers, des graphistes, des plasticiens. Très vite, un rêve que Chaillot aurait pu être. Très vite, après des rencontres nationales organisées par le Centre de recherche en sciences humaines dont je faisais partie, nous avons créé des groupes de réflexion sur l'articulation entre ces disciplines et l'architecture, en réunissant les enseignants des écoles de France, où se retrouvaient des chercheurs comme Jean-Charles de Paul ou Claude Pré-Lorenzo. Des architectes devenus anthropologues ou sociologues ont aussi participé à construire un tissu de concepts qui rejoignait ceux des sociologues ou des historiens, mais en utilisant leur capacité d'analyse spatiale et leur connaissance des modes constructifs. Quelles étaient alors les références des sociologues ou psychologues ? Nous étions nourris par les travaux de Paul-Henri Chambardelot sur la vie quotidienne des familles ouvrières, par ceux d'Henri Lefebvre, qui nous avaient fait comprendre que la vie quotidienne était un objet d'étude légitime, ce qui n'était pas du tout évident à l'époque, et que les comportements dans les lieux dépendaient aussi des valeurs et de la culture de chaque classe sociale. Lévi-Strauss, quant à lui, nous avait délivrés de la crainte d'être des bricoleurs, car pour travailler sur l'habitat, il fallait puiser à toutes les sources et ne pas se faire intimider par les barrières construites par chaque discipline et emprunter leurs concepts et leurs méthodes. Les architectes ont découvert, après mai 68, la notion de modèle culturel, terme adapté par Henri Lefebvre et Henri Raymond de la notion d'habitus de Marcel Mauss, revisité ensuite par Pierre Bourdieu. La distribution de l'habitation, son organisation, les pièces affectées à l'un ou l'autre, le mode de circulation, les façons de se comporter prescrites ou acceptables, lisibles dans la configuration des lieux, contribuent à former une gestuelle corporelle et une façon de penser, une identité. Cette éthique incorporée, faite de règles implicites, nous construit. Ces auteurs nous rappelaient aussi que l'architecture pouvait avoir un rôle social et que le respect de l'habitant et de ses modes de vie devait prendre le pas sur les formes gratuites. On n'est pas toujours très entendu sur ces questions aujourd'hui. L'enquête sur le terrain, l'observation participante ou non, les interviews, l'analyse lexicale, la recherche d'archives, le croisement des sources, toutes ces méthodes sont convoquées librement selon les objets d'étude. Et une acculturation réciproque s'est mise en place
qui dure jusqu'à aujourd'hui, par exemple dans certaines équipes des écoles d'archi ou dans l'Atelier international du Grand Paris. Dans les écoles d'architecture, des associations entre sociologues et architectes ont été fécondes, comme celle de Bernard Huette avec Henri Raymond ou Roger-Henri Guérand, qui faisaient émerger des savoirs sur l'habitat populaire. Quant à nous, nous tentions de comprendre quelle représentation construite de la famille et de la personne les architectes utilisaient pour concevoir l'habitation. Ça impliquait de plonger dans l'histoire de l'architecture domestique, d'en découvrir les racines, les premières élaborations théoriques et les doctrines qui en découlent. Il était aussi indispensable de comprendre les réactions et les demandes des habitants et d'analyser les valeurs changeantes de la société française, la façon de penser des individus qui la composent. Ce travail, au départ, nécessitait une articulation concrète avec l'architecture pour essayer de dresser un tableau des architectures de la vie privée depuis le moment où l'architecture domestique est devenue savante, c'est-à-dire depuis qu'il y a eu des manuels et des traités parlant de l'architecture domestique, puisqu'avant on ne parlait que des palais et des monuments. La lecture des traités, la plongée dans les débats doctrinaires, ou doctrinaux plutôt, était nécessaire, ainsi que la mise au point d'une méthode spécifique qui articulait l'analyse des plans et des méthodes traditionnelles de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie. Et c'est bien ce qui fait la spécificité de la sociologie de l'habitat contemporain et de la socio-histoire de l'architecture. Et nous avons découvert à quel point certains architectes auteurs de traités, comme par exemple Palladio ou César Dali, étaient des sociologues, des urbanistes, qui décrivaient les mœurs de leur temps, les valeurs, les usages et les techniques du corps de leur société. Et en fait, ils se posent ainsi en précurseurs de bien des penseurs qui, en fait, ne les ont probablement jamais lus. Par rapport à notre milieu intellectuel d'origine, nous nous sommes hybridés. Nous avons dû difficilement, souvent, apprendre à lire l'architecture. J'ai quant à moi longtemps eu l'impression d'être aveugle en regardant les coupes, plans et autres représentations architecturales. Très curieusement, c'est la psychanalyse, et notamment le dispositif de la cure, qui m'a donné une clé. Dans la cure psychanalytique freudienne, la position des meubles, des objets ou des tableaux dans le cabinet, celle des corps, ainsi que la maîtrise des vues et des regards, constitue une mise en scène qui doit produire des effets. Dans l'habitation, les dispositifs mis en place, c'est-à-dire l'organisation d'un groupe de pièces, propose un mode de relation interindividuel, hommes et femmes, parents-enfants, maîtres domestiques, mais inclut aussi la dimension économique, espace de travail, de production, et la sociabilité large, accueil, réception, mise en scène. En fait, l'exemple le plus frappant de dispositif est celui du petit appartement privé, composé de la chambre et de ses annexes, avec cabinet et garde-robe, on dirait suite aujourd'hui, qui apparaît avec l'émergence au XVIIe siècle d'un désir d'intimité. Et nous sommes quelques sociologues dévoyés à utiliser ce concept de dispositif spatial, bientôt suivi par de jeunes sociologues et architectes-chercheurs, car il nous permet de lire l'organisation d'un lieu en relation avec les comportements prévus par les architectes et lus et interprétés par les habitants. Cette lecture de l'espace de l'habitat inclut l'histoire des lieux à travers les témoignages de la littérature, et la littérature. L'évolution des positions de chaque pièce ouvre à l'histoire des usages, des façons de penser et compléter cette lecture. Le rapprochement ou l'éloignement entre deux espaces ou groupes de pièces, les cheminements proposés à l'habitant sont lisibles sur les plans et disent les hiérarchies, les divisions de l'espace entre privé, public et services, et les rites de réception ou la protection de l'intimité. Ces données, associées à l'observation des tableaux ou photographies, permettent d'avoir des indications sur les usages alors établis et de rechercher les raisons des transformations. Se met ainsi en place une généalogie de l'habitation en même temps qu'une socio-histoire de l'architecture qui permet autant d'analyser le passé que le présent. Alors, sur la vraie question qu'on pose toujours aux sociologues, c'est habiter. Alors, les sociologues et psychologues de l'habitat se demandent depuis longtemps qu'est-ce qu'est habiter, ce à quoi répondent d'une façon particulière d'ailleurs les philosophes, qui n'est pas la même réponse. Alors, nous, on s'interroge sur comment comprendre les pratiques incessantes de transformation, petites ou grandes, ou de réaménagement du lieu de vie. Comment s'expliquent ces manières de faire qui apparaissent à chacun comme naturelles et qui signent la façon d'être personnelle. Ces usages dans le chez-soi ressortissent à une gestuelle particulière, acquise dans son milieu, manière de faire socialement privilégiée, mais susceptible d'évoluer au cours de la vie. Il relève d'un apprentissage laissant son empreinte sur le corps à une éducation silencieuse car tacite. L'espace architectural est ressenti, perçu, expérimenté, en partie en fonction des mouvements, des mises en jeu corporelles, des cheminements rendus possibles par sa structuration.
La distribution de l'habitation, le mode de circulation, les affectations suggérées et perçues par l'habitant contribuent à cette sorte d'inculcation, d'intériorisation des façons de se comporter. Et le logement a donc une fonction de régulation des rapports entre les personnes qui y vivent. C'est l'un des terrains où s'apprennent les modèles de comportement qui permettent, entre autres, l'identité sexuelle. Ce lieu qu'on habite et qu'on façonne est de nous, signé par nous, car on se l'approprie de façon à y laisser sa marque. On s'y trouve dans tous les sens du terme, car on s'y découvre, on s'y enracine, parce que dans ce lieu, on travaille inconsciemment ou pas sur son identité en évolution. Sur son passé, qu'on se réapproprie en le modifiant, sur son avenir, qu'on imagine tel qu'il ne sera peut-être pas, et sur son présent, qu'on discerne mal. Et ce faisant, on produit notre espace. L'ambiance créée, le choix des meubles, des objets, traces de ce passé réaménagé et de ce futur désiré, construisent notre chez-soi par cette manipulation de l'espace et du temps. Et ne pas savoir où on habite, c'est risquer de se perdre, être en quête d'identité, se chercher, sans véritable ancrage. On observe une perte de repères dans les moments des turbulences de la vie, où ce travail sur les lieux peut momentanément cesser, signe d'un malaise à se définir dans une nouvelle situation. Confronté, quand il y en a, aux autres habitants de ce chez-soi, l'organisation, les choix d'objets, l'ordonnancement, le décor sont souvent le résultat de négociations, parfois houleuses à certains moments particuliers, comme l'installation en couple avec la découverte des valeurs et du goût de l'autre, ou l'arrivée des enfants et la redistribution des espaces. Négociations aussi avec les enfants qui grandissent et les adolescents qui veulent conquérir l'espace de leur intimité, ou encore négociations dans les situations de cohabitation choisies ou subies, telles qu'elles se développent actuellement, quels que soient les âges et les statuts. Et sur ce thème, le séminaire de Roland Barthes, tenu dans cette même maison, Comment vivre ensemble, est percutant. Je vous engage à le lire, c'est une merveille. Le chez-soi est donc un lieu transitionnel, on s'en sert pour devenir, et c'est aussi une ère transactionnelle, car il est le résultat des discussions entre membres du groupe domestique. Les habitants que nous interviewons depuis plus de 40 ans voudraient habiter un lieu dont la beauté ou l'esthétique les valorise, mais où les gestes de la vie quotidienne sont étayés par un espace facile à vivre, un espace qui leur permette de vivre selon des rituels quotidiens bien huilés, rendant faciles les gestes habituels à leur milieu, un espace se référant à leur histoire des lieux, à leur parcours résidentiel, à leurs habitudes relationnelles en évolution. Comme le dit bien Jean-Michel Léger, l'usage est un stock de références sociales et morales, mais il est un code transactionnel en permanence négocié selon les situations. On sait aussi que le logement est qualifié par son environnement, parce que habitat, c'est logement et environnement. Habiter une maison individuelle dans un lotissement ou un logement dans un grand ensemble structure les pratiques du territoire fréquenté, crée des besoins, des attentes et des représentations particulières, tout en donnant un statut social valorisé ou non. Le rapport intime à un chez-soi qualifié est certes structuré par son type architectural, mais la façon d'y arriver est aussi importante, tout comme les ressources différenciées d'un territoire sur lequel le point de vue n'a rien de commun selon qu'on est locataire d'un logement collectif ou propriétaire d'une maison. Ces questions sont au centre de bien des recherches actuelles, au moment où l'on constate une augmentation des inégalités de traitement des territoires et des personnes, et qu'on tente de les corriger. Quand les habitants réclament une prise en compte de leur mode de vie, ils reçoivent trop souvent une réponse technique qui ne doit pas évincer le respect des rituels. Notre société a changé, les familles se restructurent, la cohabitation augmente et le logement devrait suivre ces évolutions. Le groupe domestique se recompose, on observe une transformation des loisirs et du travail qui se fait de plus en plus chez soi. 28% des Français travaillent peu ou prou chez eux, 10% toujours aujourd'hui. Et on observe aussi une augmentation de l'espérance de vie. Et enfin, une augmentation des personnes vivant seules, quel que soit leur âge, et surtout du nombre de familles monoparentales. Alors, la pratique de cohabitation est en voie de banalisation, et la présence d'enfants adultes dans la maison est de plus en plus longue, car s'ils partent au même âge depuis une vingtaine d'années, certains reviennent habiter chez leurs parents, voire leurs grands-parents, du fait de la crise économique ou des crises amoureuses. Donc il faut travailler sur ces données pour aider à concevoir l'habitat, mais aussi observer les expérimentations spatiales et leur réception. Certains prévoyaient dans les années 50 l'évolution des mœurs au sein de la famille et concevaient un habitat adaptable selon les heures du jour et les temps de la vie, ce qu'on appelle toujours de nos voeux aujourd'hui. Et parler du futur de l'habitat, c'est aussi parfois comprendre pourquoi, dans le passé, des mutations ont eu lieu, et c'est apprendre à reconnaître les solutions expérimentées, parfois trop tôt, et qui restent pertinentes pour l'avenir.
Il serait d'ailleurs judicieux de comprendre pourquoi certaines innovations n'ont pas été acceptées et pourquoi certaines d'entre elles réapparaissent aujourd'hui à la demande des habitants et non depuis le monde professionnel, comme la flexibilité ou l'adaptabilité des espaces, encore la cohabitation, la mutualisation, la participation. Et on peut constater que la montée de l'habitat participatif entraîne une recomposition des rôles entre les producteurs de l'habitat et devrait être mieux étudiée, même si aujourd'hui, je pense que ça commence à être bien étudié. Alors, le devenir d'expérimentation conduite tout au long du XXe siècle commence à être réévalué par les chercheurs des écoles, mais signalons à ce propos qu'en France, nous sommes les champions de l'expérimentation unique, sans lendemain, et nous avons oublié qu'au début du siècle dernier, celle conduite par essai-erreur améliorait les dispositifs du logement au fur et à mesure des observations de l'habitant, des observations chez l'habitant, pardon. Autre tendance observable aujourd'hui, la transformation du regard sur la propriété et sur la transmission des biens, l'émergence d'une conception du partage, de la mutualisation des espaces. Certains thèmes ont été bien étudiés et d'autres commencent à l'être. Petite plainte aujourd'hui et sans financement, quelques fous militants dans plusieurs laboratoires de 5 pays d'Europe, dont 2 à Paris, l'IPROS et ACS, poursuivent depuis des années la constitution d'une base de données qui vise à recenser, analyser, à faire connaître les innovations dans l'habitat en Europe. Plus de 3000 fiches ont déjà été faites. L'alimentation de la base de données présuppose de regarder avec discernement la production architecturale en fonction de critères d'écriture, d'usage et de performance. Il s'agit donc d'une veille intelligente de l'architecture de l'habitat, c'est-à-dire informée et réflexive, et qui est suivie par la mise au point d'un site Internet. Aucune instance de la recherche n'a encore accepté de nous aider à poursuivre ce travail que nous diffuserions à tous. Un mot sur les institutions. Voilà, ça, c'est un appel hein évident. Un mot sur les institutions. Certaines de ces recherches ont été soutenues par le SRA, devenu Bureau de la recherche architecturale urbaine et paysagère, puis c'est le plan urbanisme, construction et architecture, c'est-à-dire le ministère de l'équipement, puis celui du développement durable, qui ont pris la relève. Et je voulais saluer au passage la personnalité de Daniel Valabrègue, qui a tenu ces entreprises à bout de bras, en animant dans ces 2 institutions des études et recherches, en finançant des réalisations expérimentales et des suivis d'expérimentation, et en continuant à proposer d'évaluer les innovations dans l'habitat à travers les concours PAN et Europan, qui ont été féconds pour réfléchir sur les changements sociaux urbains et architecturaux. De même que les divers bilans sur la production contemporaine de logements demandés aux équipes des sciences humaines et d'architectes, ensemble ou séparément. C'est donc installer une sorte de tradition de l'évaluation de la production du logement au regard de l'évolution des modes de vie qui ont réuni des équipes pluridisciplinaires. Plusieurs chercheurs, d'ailleurs, se sont fait remarquer par la qualité de leur suivi d'expérimentation, notamment en rapportant les évolutions des structures du groupe domestique aux réponses architecturales, en étudiant les concours centrés sur l'innovation et l'analyse des tendances dans l'organisation du chez-soi, et même, ça va jusqu'au mobilier. Mais on ne peut que constater le décalage entre les savoirs sur l'habitat et la pauvreté de la production du logement, qui est devenu un produit aux prises avec les lois du marché. Bon, j'en arrive à la conclusion. Est-ce que j'ai encore un peu de temps ? Bon. Parce que quand j'ai réfléchi à tout ça, à cette espèce de bilan qu'on nous demandait, je me suis retrouvée devant une dizaine de pages de suggestions pour des recherches futures, et que voilà, je vais juste vous en donner je vais juste vous donner un aperçu de recherches qui sont en cours ou à encourager, qu'elles soient théoriques, historiques ou appliquées, sous forme de suivi d'expérimentation que nombre de mes collègues continuent à faire. Le milieu de la construction, toute la chaîne de production du logement a été secouée par les conséquences de l'intégration des nouvelles règles écologiques, des nouvelles façons de penser l'environnement, qui devraient transformer nos lieux et nos pratiques, et par la réglementation sur l'accessibilité dans le logement. L'évolution des techniques et l'attention au développement durable construisent un faisceau de variables. Comment les architectes l'ont-ils pris en compte dans leurs projets et de quelle manière ? La présence dans ces équipes de chercheurs architectes qui sont aussi des praticiens est précieuse dans ce cas.
Les interrogations, les critiques sur l'excès de normes et l'inutilité de certaines d'entre elles que nombre de sociologues de l'habitat développent depuis des décennies devraient enfin porter leurs fruits, puisque le choc de simplification est en cours et que des réglementations contradictoires ou inutiles parfois sont actuellement remises en question. Philippe Dard du CSTB, que nous regrettons, avait réussi à faire un texte très drôle sur le destin de la norme, qui montrait à partir d'enquêtes de terrain comment les habitants détournaient les aérateurs de salle de bain, ce qu'on appelle la VMC, aux performances minutieusement calculées par les ingénieurs, en les fermant dès l'arrivée dans le logement ou en ne les nettoyant jamais, ce qui transforme ces salles de bain sans fenêtre en élevage d'acariens et de moisissures. Pour la santé, c'est très mauvais. Les habitants ont beaucoup à nous apprendre sur certains dispositifs quand ils sont appréhendés seulement du point de vue technique. Reste aussi à étudier le confort des logements passifs ou à énergie positive, se munis de capteurs en tout genre, etc. Un des rôles des sociologues est de saisir les tendances de la société française. Et aujourd'hui, l'habitat participatif qui réapparaît est en train, comme je le disais, de restructurer les rôles et les statuts des architectes et des habitants. Les architectes doivent-ils, en travaillant en collaboration avec les habitants, simplement mettre en scène les usages et la vision de ces derniers ? Jean-Michel Léger, dans son livre sur les usages, rappelle qu'une fois le logement livré, l'habitant le réinvente. L'architecte ne fait pas que spatialiser les usages, il n'est pas seulement celui qui les transcrit, il va lui aussi inventer des espaces à partir de son catalogue intérieur, dont parlait tout à l'heure Paola, et à partir de son génie propre. Et dans le meilleur des cas, il va proposer des lieux qui, certes, permettent à l'habitant de retrouver ses gestes quotidiens, mais il va aussi peut-être le surprendre et lui permettre de découvrir un plaisir spatial nouveau. Ces dynamiques commencent à être observées. Et puis, à mi-chemin entre la sociologie et l'architecture, il serait aussi nécessaire d'interroger les capacités de réactualisation de certains des types architecturaux consacrés qui perdurent grâce à leur plasticité, alors que d'autres semblent moins adaptés à nos modes de vie. Quelles leçons de modernité, d'adaptation aux évolutions des mœurs, aux habitus contemporains, ces types peuvent-ils proposer ? Par exemple, la maison de ville du Moyen-Âge, qui accueillait habitat et travail et permettait la mixité des populations, pourrait être un modèle pour aujourd'hui, tout autant que la cité-jardin, dont certains écoquartiers ne sont qu'un pâle reflet. Ceci devrait être l'objet de plus de suivi et d'observation au long cours, dans les buts que se donnent les créateurs d'écoquartiers. La mixité des financements et la mixité programmatique sont parfois nommées, mais la diversité sociale et intergénérationnelle sont plus rarement évoquées. La dimension sociale et culturelle qui caractérisait les projets des cités-jardins de l'entre-deux-guerres ne semble pas motiver les acteurs de la même façon aujourd'hui. Comme l'écrivent justement Jean-Louis Violot et Olivier Namias à propos de l'écoquartier à la française, son périmètre restreint se prête à une utopie en demi-teinte, manifestant une préférence marquée pour les réseaux techniques plutôt que pour les réseaux sociaux. Ces quartiers, mais aussi les expériences d'habitat participatif, nécessiteraient la mise en place de campagnes d'évaluation des dispositifs en tout genre et de leur réception par les habitants. Il serait également nécessaire de continuer à étudier l'évolution de la commande publique et privée, d'analyser les stratégies de vente des promoteurs ainsi que les cahiers de prescription des maîtres d'ouvrage et de tenter de percevoir s'ils existent les glissements progressifs vers la prise en compte de la réalité sociale et des données démographiques contemporaines. De même, la question de la mixité en tout genre, typologique, fonctionnelle, programmatique ou qui vise la diversité sociale, qui ont en somme, ces travaux sur la mixité ont en somme pour but de défaire les multiples ségrégations spatiales patiemment construites tout au long du XXe siècle et qui étayent ces ségrégations sociales. Et on sait que l'entre-soi a de beaux jours devant lui. Les formes que prennent ces phénomènes devraient encore être étudiées car la configuration des lieux joue son rôle pour renforcer l'un ou l'autre. D'autres questions sont très importantes et elles ont déjà été évoquées tout à l'heure à propos de l'analyse des ambiances telles que la mènent les labos de Grenoble. Le traitement des espaces intermédiaires, des espaces de familiarisation autour du logement et de leurs effets sur la sociabilité de voisinage, celle des dispositifs architecturaux semi-privés comme la cour, les parties communes de l'immeuble, etc., qui sont des lieux de rencontre qui impliquent le respect des autres et une certaine tolérance, de la civilité à l'entraide, tous les degrés de convivialité peuvent se mettre en place, soutenus ou non par l'organisation architecturale des lieux. Et la question de la mixité sociale s'y joue aussi, bien sûr.
Ces espaces qui préparent à la transition entre public et privé par les différents sens sont convoqués, y compris l'audition, et commencent à être bien étudiés. Et bien sûr, les travaux de Grenoble sur les ambiances sont devenus célèbres, et Jean-Pierre Pénaud en a parlé tout à l'heure. Mais ces espaces de transition réussis ici sont laissés à l'abandon ailleurs et participent au phénomène de stigmatisation des populations. Quel rôle leur architecture joue-t-elle, et notamment dans les opérations actuelles de densification des grands ensembles, opérations en rue, avec l'apport d'une nouvelle population plus aisée? Alors, à travers cette floraison de thématiques, on pourrait penser que la recherche sur l'habitat se porte bien. Je ne pense pas qu'elle se porte très bien, parce que les politiques incitatives privilégient aujourd'hui une vision technique de l'écologie et, d'autre part, sont centrées sur la grande échelle. L'habitat n'est plus un thème très présent dans les institutions qui financent la recherche. Quelques laboratoires dynamiques sur ces questions d'habitat se tournent de plus en plus vers une demande institutionnelle qui ne concerne pas l'habitat par obligation, puisqu'il faut quand même des budgets, alors que toute la floraison de thématiques nécessaires pour penser l'habitat d'aujourd'hui est bridée, faute de moyens, en l'absence de politiques incitatives et d'appels d'offres ciblés. Et cette situation entraîne que les docteurs que nous avons formés, même si certains ont le courage de continuer à travailler sans soutien, donc ces docteurs bifurquent vers d'autres thématiques, faute d'être encouragés et financés. Ces jeunes chercheurs pleins de talent se contentent de faire de la critique sur l'habitat, tout en étant tenus de centrer leurs recherches sur d'autres thèmes, certes tous passionnants, comme le tourisme, le sport ou les équipements publics. Cette situation est-elle propre à la France? Non, mais des pôles de recherche soutenus par leur tutelle, comme ceux de Delft aux Pays-Bas, ceux de Barcelone, de Porto, de Turin, de Milan, de Rio ou de Sao Paulo, sont très actifs. Alors, pour terminer, une note plus positive, de plus en plus d'instances font appel à l'occasion d'opérations urbaines à des équipes composées d'architectes et de chercheurs, sociologues ou ethnologues, ce qui permet de continuer à explorer ce champ fondamental de nos vies et peut-être de mieux réfléchir sur le terrain à la conception d'un habitat à la fois abordable et désirable. Merci beaucoup.